Bonjour et bienvenue pour la première émission de Figures d'Europe, une émission thématique de l'Institut Iliade sur TV Liberté. L'Institut Iliade pour la longue mémoire européenne travaille à l'affirmation de la richesse culturelle de l'Europe et à la promotion de la mémoire collective des Européens. Figures d'Europe, c'est un des vecteurs de cette transmission communautaire. Figures d'Europe vous présentera, au travers de reportages de terrain, les hommes et les femmes qui font l'Europe vivante du XXIe siècle. Des femmes et des hommes qui sont scientifiques, industriels, artistes, artisans, toutes et tous participent d'une tradition vivante, d'un foisonnement de projets et de réalisations concrètes. Tous ont à cœur d'œuvrer à la transmission de leur savoir comme de leur pratique. Commençons tout de suite en nous rendant à Paris pour la visite d'un atelier pas comme les autres. Aujourd'hui, Figures d'Europe vous emmène à la passementerie Verrier, au 10 rue Orfila. C'est au métro Gambetta, pas très loin du Père-Lachaise, en plein Paris. Et vous allez voir, c'est une entreprise où la transmission se mêle à 265 années de tradition. Bon, à Nanquetin, nous sommes chez vous, à la passementerie Verrier. Mais la passementerie, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est une bonne question. La passementerie, c'est de l'ornementation de textile. C'est des détails pour décorer, pour finir quelque chose. Nous, on le fait beaucoup pour la décoration intérieure, mais ça existe aussi pour l'habillement, par exemple. Et concrètement, c'est des galons, des tresses, des franges, des glands, des pompons, tout ce genre d'ornementation textile qui sont réalisés ici dans nos ateliers à Paris. Et c'est un métier ancien ? Ah oui, c'est très très ancien. Ça existe, je pense que toutes les cultures ont eu envie d'ornementer leurs vêtements et leurs décorations intérieures depuis très 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 longtemps. Après, nous en France, on a la chance d'avoir effectivement eu une école de style de passementerie. On appelle ça la passementerie de style à la française. On en retrouve par exemple Louis XV, Louis XVI, on en retrouve à Versailles, on en retrouve dans beaucoup des châteaux français. Et donc on a quelque part une légitimité pour faire de la passementerie depuis très très longtemps. Notre maison, elle est datée depuis 1753, date à laquelle on trouve la trace du nom Verrier dans le règlement des maîtres passementiers parisiens. Alors, Valérie, je vais vous interrompre un instant. À quelle opération êtes-vous en train de vous livrer en ce moment ? Alors là, je suis en train de préparer des apprêts qui vont être donnés aux établisseuses pour travailler des petits glands. Donc là, je viens de faire des guipures. Donc j'ai tendu du coton. Et c'est quoi une guipure ? C'est justement ça, c'est un fil de coton qui est recouvert de fil de fibrane qui correspond à la couleur que le client veut. Donc là, il y en a 2 oranges pour une jaune. Ensuite, ils vont être tissés ensemble ? Ensuite, je les assemble ensemble et la tisseuse va faire un nœud et les assembler plusieurs nœuds pour les mettre autour du petit gland. Ces machines, elles datent de quand ? Alors, c'est des métiers à tisser mécanique jacquard. Nos machines, on les date après de fin 19e, début du 20e siècle. On est installé dans notre atelier d'origine, celui sous la Grande Verrière, depuis 1901. Et les machines datent à peu près de cette époque-là. Bon, Yves, qu'est-ce qui se passe sur cette machine ? Alors, on est en train de tisser un gros marabout qui ira sûrement sur des coussins ou des rideaux en fonction du tapissier. Et il y a le carton jacquard qui est là, qui décide, et c'est un petit peu le programme de ce qu'on est en train de tisser. À chaque fois la navette passe, les fils s'ouvrent, mais chaque fois que les fils s'ouvrent, c'est qu'il y a une carte qui est passée. Donc, le carton jacquard, c'est ce qu'on voit là-haut. Exactement. Hein, là, il n'y a pas énormément de cartons, mais des fois, ça peut être un dessin d'un galop. Il peut y avoir jusqu'à 500 cartons. Là, on doit en avoir maximum une vingtaine. Alors, Aurélie, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire en ce moment ? Justement, on a eu une petite commande, donc c'est des boutons à habiller d'une façon assez symétrique. Donc je vais faire d'abord des essais avec du fil et je vais essayer d'avoir le même rendu que ce qu'on nous propose de faire. Alors, pour le bouton, il faut une forme. Oui, en fait, quand on fabrique une embrasse et tout ça, on a des moules en bois. D'accord. On démarre des moules en bois et après on vient les habiller de fil. Tout dépend après de la technique utilisée. Alors ça, c'est une opération qui est faite à la main. Oui, tout est fait à la main. C'est tissé, c'est brodé, voilà.
Est-ce qu'il y a des écoles pour devenir, on ne doit pas dire passementeur, mais je sais pas, qui préparent au métier de la passementerie ou on apprend sur le tas? Alors, on dit passementier, effectivement. Il n'y a pas vraiment d'école. Moi, j'ai personne qui arriverait avec un savoir-faire parce qu'il aurait une formation dans une école. Après, il y a des formations qui peuvent aider à devenir un bon passementier rapidement, notamment pour tout ce qui est le travail à l'établi, le travail manuel. Et là, des personnes qui ont fait de la broderie, par exemple, ou peut-être de la couture, peuvent avoir plus vite un bon résultat. Pour la partie mécanique, on apprend vraiment sur le tas. Et de toute façon, nous, on forme énormément à l'intérieur de l'entreprise. C'est un métier où il faut de la patience? Oui, patience, dextérité, précision du geste. Et vous avez dit passion, je crois. Oui, je pense que c'est un métier passion. On doit être passionné par notre métier pour pouvoir vraiment progresser dans toutes les techniques qu'on peut apprendre. Et quels sont vos clients? Alors nous, on vend à travers un réseau de prescripteurs, en fait, qui sont des architectes d'intérieur, des décorateurs d'intérieur, des tapissiers. Ça peut être aussi des gens qui s'occupent des monuments nationaux, des musées nationaux. Et donc, nos produits ensuite se retrouvent mis en œuvre, soit dans des projets d'hôtellerie de luxe, soit dans du résidentiel, des yachts, des châteaux, des musées. Voilà, principalement où on va retrouver nos passementeries, oui. Alors, Magda, qu'est-ce que vous êtes en train de préparer sur cette étrange machine? Alors, c'est un métier à tisser, métier à main. Je suis en train de faire ce qu'on appelle une crête main. C'est-à-dire qu'on va travailler des fils épais qui s'appellent des guipures. Là, ici, ce sont les fils rouges qui vont être travaillés de manière régulière en formant un joli dessin, un joli schéma. Il faut que ce soit très régulier. Se développer sur des choses contemporaines, mais si j'ai bien compris aussi, recueillir un savoir-faire et également le transmettre. Ouais, votre question, elle est intéressante parce qu'elle est à tiroir à bien des titres. Concrètement, on possède aujourd'hui tout un tas de savoir-faire, que ce soit dans le tissage, dans le travail à la main, dans le travail de cordes, de retors, qui peuvent servir à faire des choses très traditionnelles ou qui peuvent servir à faire des réalisations plus contemporaines. Donc là, il y a une idée de effectivement développer sur du contemporain avec un savoir-faire passé. Et puis si on met un chapeau par rapport au-dessus de tout ça, dans l'idée de transmission, il faut que cette entreprise elle continue à exister une fois que moi j'aurais décidé d'aller faire des confitures et élever mes petits-enfants. Et du coup, l'idée c'est de bien, déjà c'est de grossir pour pouvoir recruter et structurer les compétences à l'intérieur de l'entreprise, et puis c'est de bien formaliser tous les savoir-faire. Si Anne Anquetin est l'héritière d'une tradition séculaire, l'art du vêtement est aussi porté par une communauté un peu à part, celle du cosplay. Le cosplay ou costumade en français, c'est réaliser soi-même un costume et tous ses accessoires sur un thème donné, historique, littéraire, télévisuel. Un univers où très jeunes et moins jeunes se retrouvent dans une passion qui mêle l'imaginaire, la tradition et le savoir-faire. Une convention du costume où les styles gothique et Napoléon III font bon ménage. Donc, on est avec Fenris, le community manager de la COSCONV. Est-ce que tu pourrais justement nous parler du concept de cette convention, de l'esprit derrière tout ça Donc la convention du costume, en fait, ça naît d'un manque, en fait, parce que ce genre de convention existe à l'étranger, notamment en Angleterre, aux États-Unis. C'est quelque chose qui est très présent, qui est très représenté et qui fonctionne vraiment bien. Et en France, on n'avait pas cet événement justement pour les passionnés de couture, alors que c'est quelque chose qui existe vraiment en France, parce que ce soit le cosplay, le steampunk, l'art constitution bien sûr ou le GN, tu as d'énormes communautés de personnes qui font leurs costumes, qui sont passionnés de ça et qui aimeraient en parler. Donc le but de la convention du costume, c'est de faire se rencontrer ces gens, tous ces milieux qui en fait ont la même activité mais dans des groupes différents, parce que finalement qu'on fasse une robe pour une soirée steampunk ou pour une soirée gothique ou pour de l'art constit, au final on a fait une robe et donc on a pu avoir les mêmes inspirations, c'est juste que la finalité n'est pas la même mais l'idée et la pratique est la même, donc c'est vachement intéressant de faire se rencontrer tous ces gens qui partagent leur savoir, leurs connaissances, ça les enrichit, tout le monde s'enrichit et ça permet aussi de découvrir des techniques. Alors il y a un marché aussi
ce qui permet aussi de s'approvisionner parce qu'on ne peut pas tout trouver facilement selon ce qu'on cherche. Donc c'est vraiment ça, c'est une idée de partage, de rencontre et surtout la convivialité aussi parce que c'est plein de milieux un peu geeks sympas et on aime bien ce côté, voilà, on se prend pas la tête, on fait des choses sérieuses mais pas sérieusement. J'étais là déjà à la première édition en tant que visiteur et cet après-midi, donc on est bénévole, on aide un petit peu quoi. Si on peut donner un coup de main, c'est pas mal. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton costume ? Alors aujourd'hui, on pourrait presque dire que je suis un peu un melting pot de tout ce qu'on peut trouver dans le gothique romantique. Donc je porte une jupe à tournure, donc d'évocation victorienne, le corset bien entendu, une collerette qui est plutôt d'inspiration vampirique et une tiare d'inspiration russe qu'on appelle un kokochnik aussi. Voilà, j'ai mêlé à ça des manches qui sont un peu rococo, mais avec des petits pois, enfin voilà. C'est un mélange un peu de tout ce qu'on pourrait trouver dans le gothique romantique. Dans le milieu gothique et surtout dans la veine, c'est le cas de le dire, que tu représentes, en fait on s'inspire de plein de choses qui ont pu exister historiquement pour créer son propre look, c'est ça ? Pas que, en fait l'évocation historique a une grande place parce que un peu comme leurs pères romantiques en fait, du 19e siècle, on aime s'inspirer d'époques passées parce qu'une certaine mélancolie, un certain spleen d'époques qui ne sont plus, tout en mêlant ça avec la prédominance du noir, des couleurs sombres, du temps qui passe, de la mélancolie, mais aussi d'univers plus fantasy ou d'inspiration littéraire, cinématographique et j'en passe. Nous sommes avec Desdémone de l'Horizon des Songes. Alors je vais te demander traditionnellement, peux-tu nous présenter ton costume et ses inspirations, ses influences ? Donc mon costume, je l'appelle la fée électrique de Musha, on va dire. Alors pourquoi électrique ? Parce que j'ai déjà des petits détails électriques un peu steampunk. Donc on a des ampoules ici, dans les fleurs, qui fonctionnent. Je les ai pas allumées parce qu'en plein jour ça n'a aucun intérêt. Et puis donc le backpack, allumé également, et du coup qui fait un peu référence aux ampoules, aux électricités, etc. Et donc Musha, pour Alphonse Musha, l'illustrateur très célèbre d'Art Nouveau, d'où toutes les volutes des ailes, etc., qui sont très inspirées du style Art Nouveau. En plus, tu as un rapport au costume tout à fait particulier, puisque c'est ton activité principale en fait. Voilà, aujourd'hui c'est mon activité principale, je suis autodidacte, et du coup aujourd'hui j'ai mon activité de costumière, accessoiriste, voilà. Et en général je design les costumes. Je m'intéresse beaucoup aux costumes historiques, mais je suis quand même beaucoup dans l'originalité et les dessins que je vais faire moi-même et que je vais essayer de pousser au max à l'original, avec plein de détails. Tu nous présentais ton costume, plus oriental cette fois-ci. Beaucoup plus oriental, inspiré majoritairement du Japon, la culture japonaise. Le théâtre de No plus particulièrement, avec donc les masques un peu tout autour de la cage. Et ce costume a été réalisé, j'ai été sélectionnée pour un partenariat avec Waikeke France. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les marques de Zip. La majorité des Zip vendus en France viennent d'eux. Et pendant 50 ans, ils voulaient faire un défilé qui mettait en avant leurs produits, et donc j'ai décidé de réaliser, sachant que la base de l'entreprise est japonaise, une tenue reprenant cette première identité culturelle avec donc leurs produits qui sont les Zip en Chine. C'est une robe 1865, donc une robe à crinoline de bal, d'où les petites manches et le décolleté, que normalement je ne devrais pas porter ici, mais vu la chaleur, je me suis permise une tenue de bal, donc était réservée pour les soirées en intérieur pour danser. Et c'est la danse qui m'a emmenée en fait vers le costume, parce que je fais partie d'un groupe de reconstitution de danse Second Empire. Donc la passion de la danse, mais aussi du costume, réunie dans une seule discipline, qui est la reconstitution de danse, qui m'a amenée aujourd'hui ici. Donc Fanny m'avait demandé de venir pour présenter la robe Napoléon III. Donc là on est sur une robe à crinoline, donc une robe mais qui est en 2 pièces, parce qu'à l'époque on ne fait pas la distinction entre le fait que la tenue soit en 1 ou 2 pièces. Et elle est projetée, donc on est plus tardif sur la période Napoléon III. Le volume est plus sur l'arrière, donc on parle de crinoline elliptique ou projetée. Et donc c'est vous qui avez entièrement réalisé ce costume ? Oui, c'est une robe que j'ai faite en suivant les explications de La Mode Illustrée, qui est le magazine d'époque. On en trouve encore aujourd'hui des exemplaires. Et donc la jupe vient d'une description où ils expliquent les panneaux, la taille, comment on les assemble. Et le corsage est une copie d'une gravure de l'époque. Si le cosplay est une pratique récente, d'autres veulent redécouvrir des savoir-faire ancestraux. Non pour les figer, mais pour qu'ils servent au quotidien.
Un exemple à l'Écomusée d'Alsace, le plus grand musée vivant de France, à Ungersheim, entre Colmar et Mulhouse. Simon est un des derniers forgerons taillandiers français. Après avoir chauffé le métal dans le feu pour le rendre mou, Simon fabrique des objets. Ici, la lame de son dernier couteau. Ils ne sont plus que 20 en France à faire ce métier. Alors le jeune homme a approfondi son savoir-faire. Quand je fais des outils, par exemple des outils à bois, c'est pour le travail du bois à la charonnerie. Voilà. Quand il faut faire une bêche pour les agris, et ben on fait une bêche. Car au sein de sa forge, Simon fabrique des outils nécessaires au travail de ses autres collègues. Tous sont des métiers quasiment disparus, comme ce coiffeur-barbier. Vous vous rasez comme ça aussi? Moi? Oui. Non. Pas avec ma peau. Dans ce musée-village typique du 19e, un seul objectif, réfléchir au monde de demain en redonnant vie aux savoir-faire anciens. Peut-on vivre comme au 19e et être moderne? Promenade au cœur d'un musée-village pas comme les autres. Pour comprendre la volonté de ces Alsaciens de sauver ces savoir-faire anciens, il faut se replonger dans l'histoire de ce musée. Dans les années 70, un grand nombre de vieux bâtiments alsaciens est menacé de démolition. En cause, leur manque de confort moderne. Un groupe de jeunes étudiants alors s'insurge et décide de sauvegarder leur patrimoine. Au cœur d'une friche industrielle, ces jeunes reconstruisent maisons et bâtiments traditionnels. Le pari est réussi. Objets et commerces ne sont pas seulement conservés, certains comme cette distillerie sont encore actifs. Un petit schnapps, monsieur? Il y a encore quelques années, la distillerie d'Irène mena ses ruines. Le musée l'a sauvée. Aujourd'hui, son alambic est un des derniers à être encore en marche. C'est comme à l'ancienne. Oui. Donc, on met les fruits là. Et quand ça commence à bouillir, ça s'évapore et ça passe par l'eau froide et ça s'ouvre. À la mort de son mari bouilleur de cru, Irène refuse d'abandonner sa distillerie. Elle reprend l'affaire et produit désormais un des rares schnapps de la région. Après son décès, j'ai continué. C'était dommage de le laisser tomber. Et puis ça tourne vraiment bien, vous voyez, bien ce qu'il y a comme autre. Est-ce que c'est un savoir-faire qui se perd? Oui, plus ou moins. On est presque bientôt les seuls. En sauvant la distillerie d'Irène, le musée alsacien a voulu convaincre. Et si les savoir-faire passés étaient en fait plus durables et plus viables que ceux d'aujourd'hui? Pour mieux vivre demain, oubliez les technologies de pointe. Pour être moderne, faites comme les anciens. La modernité, c'est quoi? Est-ce que la modernité, c'est de s'égarer ou d'utiliser des matériaux qui nécessitent beaucoup d'énergie pour leur production, qui nécessitent de longs transports pour être amenés sur leur lieu d'utilisation? Ou est-ce que la modernité, c'est d'ouvrir les yeux, de regarder ce qu'on a autour de nous, d'observer comment faisaient nos anciens? Et vous savez, il y a une formule, on appelle ça le bon sens paysan. Pour moi, le bon sens paysan, c'est éminemment moderne. Au fil des années, le musée est devenu un laboratoire d'expérimentation. Grâce à ses 250 bénévoles, le musée met en place petit à petit un système d'autosuffisance. Toutes les étapes de la production à la fabrication sont prises en charge et chacun ici a son rôle à jouer. Tous les jours, Alexandra attelle ses 2 bœufs, Grim et Varro. Leur mission, nourrir l'ensemble des animaux du musée. Quand on peut, tout ça, sont de corvée de livraison d'herbes fraîches l'après-midi. Comme ça, les ânes, les moutons, ceux qui peuvent moins sortir, ils ont aussi le droit à leur verdure quotidienne. Une fois les bêtes nourries avec la luzerne produite au musée, c'est l'heure de la traite manuelle. Là, il y a quand même pas mal de lait. Mais voilà, on les a mises à l'herbe depuis plusieurs jours, on les a mises à la luzerne, donc ça aide aussi à la production laitière. Avec le lait récolté, pas de gâchis, le lait file tout droit dans les cuisines du musée. Nous l'utilisons pour faire des petites transformations. Par exemple, on fait du beurre, de la crème. Dans la maison des goûts et des couleurs, en fait, nous avons les cuisinières qui travaillent le lait de chèvre. Et pour mener l'expérience jusqu'au bout, le lait de chèvre est ensuite utilisé pour réaliser des recettes d'un ancien temps à base de plantes. Pour moi, cuisiner avec les plantes, c'est vraiment d'une logique énorme en fait, parce qu'elles sont partout, elles sont sur le pas de notre porte, elles sont gratuites et elles sont très très bonnes pour la santé.
Au menu aujourd'hui, quiche à l'égopode et à l'ortie. Une recette étonnante réalisée dans un seul but. C'est vraiment que les gens se disent, il y a plein de plantes autour de chez nous. Et ça, c'est un savoir qui vaut le coup de réapprendre en fait. Parce que c'était récent que d'avoir des plantes dans son jardin qu'on utilisait pour tout. Qu'on utilisait pour se mettre en forme, se calmer, rester en bonne santé. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu et qui vaut le coup. En recréant des plats anciens à l'aide de ses propres plantations, le musée est en passe de gagner son pari d'autosuffisance alimentaire. Pour compléter l'expérience, ce laboratoire s'est lancé un nouveau défi, inventer la maison écologique de l'avenir avec l'architecture du passé. L'écomusée, c'est donc un miroir où la population se regarde, comprend le territoire qu'elle occupe, analyse et conforte le lien entre les générations. Mais c'est aussi une école où l'on construit son avenir. Quittons l'Alsace pour découvrir au cœur du Marais, à Paris, 2 créateurs de rêves, Anne la dinandière et Alain, le passionné du jouet artisanal. Nous vous emmenons dans une boutique très particulière, celle de Anne Glaser et d'Alain Lapère, qui sont tous les deux des créateurs de rêves. Bonjour Claude. Bonjour Alain. Ça va bien? Ça va. Nous sommes chez Anne et Alain, 9 rue Beautreilly, tout près de la Bastille, dans un endroit un peu étrange, où on fait plusieurs choses. Et c'est Alain, créateur de rêves, on va y revenir, qui nous fait la visite. Alain, alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc voilà, on entre dans un atelier qui est là depuis pas mal de temps. Donc Anne Glaser était ici avec son mari, elle faisait de la dinanderie. Et son mari décédé, la dinanderie a basculé dans la dinanderie un peu orfèvre, c'est-à-dire dans la petite dinanderie. Et donc maintenant, elle fait des bijoux au marteau. Et de votre côté, Alain, sur votre carte de visite un peu étrange parce qu'il y a marqué Alain Lapère, créateur de rêves. Voilà. J'ai toujours été dans le rêve. Voilà. C'est-à-dire que je travaillais dans le Faubourg Saint-Antoine, qui est juste de l'autre côté de la Bastille. Et donc, la maison où je travaillais s'appelait Cosy Mon Rêve. Donc c'est une très très ancienne maison où c'est qu'il y avait beaucoup de rêves. Par exemple, on fabriquait des fauteuils de relaxation. Donc on se détendait et on avait le loisir de rêver. Et donc lorsque mon atelier est fermé, donc en 2015, j'ai demandé à Anne si je pouvais venir à l'atelier et elle m'a dit « mais pourquoi tu ne ferais pas des jouets ?» Et moi je faisais des jouets depuis très très longtemps. Depuis l'âge de peut-être 6-7 ans, je fabriquais déjà des jouets. Mais j'adore fabriquer des jouets et surtout faire plaisir, faire rêver les personnes et surtout les enfants. Là, c'est chez vous, là, par là? Voilà, alors là, c'est chez moi, bon, pas tout à fait chez moi. Entre là et là, c'est chez moi. Voilà. C'est pas grand? C'est pas très grand, mais bon, ça me suffit et je m'adapte. Parce que bon, quand je suis arrivé, il y avait déjà ces outils-là, ici, là et là. Et voilà, je me suis mis ce petit étau-là et donc avec ça, je fais beaucoup de choses. Donc Alain vient de nous faire une première visite. Maintenant, nous passons à Anne. Anne, la dinandière. Mais Anne, la dinanderie, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, la dinanderie, c'est un métier très ancien depuis le Moyen-Âge. Parce qu'il y avait des mines en Belgique, à Dinan, autour de Dinan, il y avait des mines de cuivre. Et tous les batteurs de cuivre étaient aux alentours des mines, évidemment. Donc, quand je me suis installée et que j'étais avec un dinandier, j'ai regardé comment il travaillait et j'ai fait un rayon bijoux en dinanderie pour essayer de faire un rayon bijoux fait au marteau et fait à l'ancienne, comme il y a aussi 4000 ans à peu près. Mais vous travaillez quel type de métal? Vous travaillez tous les métaux ou seulement certains métaux? Tous les genres de cuivre. Déjà, dans le cuivre, il y a du laiton, du cuivre rouge d'abord à la base, et puis du laiton. Je travaille le bronze. Et je travaille l'argent aussi, l'argent massif. Mais alors là, très précisément, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec cet outil? Cet outil, c'est parce que j'ai mis beaucoup de soudure, parce que c'était très difficile de souder, j'avais des petits trous. Donc maintenant, il faut que je reforme le métal, le nettoyer tout autour pour que ce soit joli. Ensuite, je vais
je vais agrémenter avec une tête qui sera dans la proportion. Donc je suis en train de prévoir la tête. Alors ça, c'est un objet qui aura une fonction plutôt utilitaire, décorative? Utilitaire et décorative, puisque c'est un bouchon de bouteille. Donc voilà, je fais des séries de bouchons de bouteille. Ça, c'est pour me reposer un peu du travail un peu ardu parfois de découper 50 maillons. Voilà. J'ai des sortes de... Comment dire? Je partage mon travail entre des sortes de prières de métal et puis des sortes d'inventions de métal avec voilà, par exemple, ce tissu sucrier, là. Il est fini là maintenant. Voilà, il est fini. Je vais l'amener chez mon argenteur, qui est un type magnifique, qui m'habille d'argent en le trempant dans un bain à l'électrolyse. Voilà, qui me le finit. Alors il sort tout blanc. Et ensuite, je vais monter la pierre qui est magnifique, qui est rose, d'un rose très beau. Je vais la monter après. Et voilà, il sera tout prêt. Vous voyez, donc il y a des choses qui sont plus ardues, très difficiles. Et pour me reposer, je fais les petits bouchons. Et vous faites aussi des bijoux? Je fais aussi des bijoux, bien sûr. Bien sûr, oui. Il y a des gens qui viennent, qui me commandent des choses. Et puis, j'essaie d'imaginer des choses, des colliers. Des colliers qui soient légers. Alors, il faut aussi, là, vous voyez, quand on fait des bijoux, par exemple, si on fait un collier... C'est en quel métal, ça? C'est de l'argent massif, vous voyez. J'ai travaillé des boules en argent. Et maintenant, j'en suis au fermoir. Voilà, je suis en train de faire le fermoir. C'est un collier comme un collier de chien, voilà, qui tiendra sur le haut du cou. Donc Alain, nous avons commencé à voir le travail de Anne. Manifestement, elle le fait dans la joie. Alors vous allez nous expliquer là, ce que vous êtes en train de faire exactement avec ce cylindre en bois. Voilà, alors donc là, je vais vous montrer le début de ce personnage-là. Donc voilà, ça c'était mon proto. Donc voilà, je vais essayer d'en refaire un. Et donc on part d'un cylindre et donc on travaille sur un petit tour qui a un intérêt de consommer très peu d'énergie, d'avoir également une possibilité de faire des choses très fines. Et voilà, donc il faut. Donc ça fait pas très longtemps que je travaille sur le tour, mais c'est indispensable pour pouvoir fabriquer des jouets. Bon, nous avons parlé de techniques, de tours, de ciselets, de martelage, mais tout ça. Est-ce que ça se transmet? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent vous voir, qui sont intéressés, Alain? Bien sûr, c'est vraiment quelque chose qui a disparu. Donc les gens sont heureux d'entrer dans cet atelier, dans cet antre, et de pouvoir découvrir qu'il existe encore des artisans qui travaillent le bois, qui travaillent le métal, et qui sont là tout près d'eux. Mais voilà, il faut donner donc cet élan et il faut encourager cet élan et ça c'est merveilleux quoi, ça fait vraiment plaisir. Donc c'est créer du rêve mais aussi le transmettre. Avec Anne et Alain, les créateurs de rêves, s'achève cette première émission de Figures d'Europe. Nous reviendrons vous proposer d'autres sujets, avec toujours la même perspective. Vous faire vivre avec nous les passions et les réalisations de nos compatriotes, les Européens. À bientôt donc.